Je- Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Joëlle Seu, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Je suis responsable internationale au sein de l'Agence de développement économique de la région. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, nous accompagnons les entreprises industrielles et de services à l'industrie dans leur croissance au global, dont l'international, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc nous allons co-animer avec Marie Popkowska, que vous voyez Bonjour à sur tous. l'écran, voilà, ce webinaire sur l'Ukraine et la reconstruction. En effet, même si le conflit n'est pas terminé, j'accepte les petits nouveaux, même si le conflit n'est pas terminé, l'Ukraine appelle d'ores et déjà la communauté internationale à intervenir dans les projets de reconstruction. Je me suis rendue à Tchéchow la semaine dernière à l'organisation par la Pologne d'une conférence franco-polonaise pour comprendre justement les enjeux, les acteurs, les opportunités et les risques. Et à la demande de la région, nous avons souhaité vous partager ces informations afin que les entreprises de la région puissent, si elles le souhaitent, participer à cet effort de reconstruction, mais également aux retombées économiques, bien entendu. Donc, je vous propose le déroulé suivant. Marie, si tu veux bien. Donc, nous allons démarrer avec une intervention du consul de France à Cracovie, Monsieur Cédric Pelletier, qui nous a fait la gentillesse de venir introduire ce webinaire, notamment sur les enjeux pour la communauté internationale et les challenges des entreprises françaises. Et puis, je ne veux pas relire tout le déroulé pour ne pas perdre de temps et surtout permettre le temps des échanges. Mais vous voyez ici que nous aurons effectivement un certain nombre de participants, notamment de la Team France Export, mais également des conseils privés et également des entreprises qui vont venir nous témoigner leurs expériences, qu'elles soient, je dirais, de longue date ou toutes fraîches. Et puis, nous prendrons le temps pour les questions et les réponses. Donc, je vous encourage à poser vos questions dans le chat et nous les reprendrons toutes à la fin. Nous pourrons également vous envoyer à la fois le replay du webinaire et les slides qui vous seront partagés tout au long de ce webinaire. Donc, plus avant, Monsieur Pelletier, Monsieur le Consul, je vous passe la parole pour que vous nous plantiez un petit peu le décor de ces enjeux qui se jouent en Ukraine aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis très heureux d'avoir cette occasion de vous parler et je voulais vous remercier et vous féliciter également d'avoir d'avoir pu organiser ce webinaire aussi rapidement. Je crois que c'est extrêmement important de nous mobiliser toutes et tous pour pouvoir répondre à la demande ukrainienne, évidemment, et puis nous mettre en ordre de marche, j'allais dire presque en ordre de bataille. Euh, Très clairement, la situation, la guerre d'agression russe en Ukraine, c'est un défi extrêmement important pour la communauté internationale dans son ensemble. Comme le rappelait le ministre Barrot, au ministre des Affaires étrangères, à l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre dernier, euh, ça nous concerne bien toutes et tous au-delà du continent européen, même si le continent européen est très directement concerné par cette guerre d'agression. C'est une guerre contre la sécurité énergétique et alimentaire d'une part, mais également contre l'ordre international et les valeurs que nous véhiculons. Voilà, tout cela, il faut le rappeler, planter ce contexte-là et rappeler que la France soutiendra aussi longtemps et autant que nécessaire l'Ukraine dans ce conflit. Je crois que tout cela, ça va sans dire, mais ça va sans aucun doute beaucoup mieux en le disant. Il faudra bien sûr poursuivre nos efforts, je crois, et puis avant tout rester unis. Vous lisiez des défis, des challenges qui sont bien évidemment nombreux. Moi, à mon sens, je crois qu'on a plusieurs problématiques et on a des temporalités différentes. Et c'est ça qui rend tout cela un peu complexe. On a à la fois ce volet reconstruction, rebuild, comme on dit en anglais. Donc, il faudra travailler sur les infrastructures, il faudra travailler sur les bâtiments, etc. Vous le savez mieux que moi. Et puis, dans le même temps, il faudra travailler à ce qu'on pourrait appeler le redressement de l'Ukraine, ce qui est à la fois économique, mais aussi socio-économique, d'aide aux populations, l'éducation, voilà, j'en passe. Vous voyez un petit peu tout cela va devoir s'organiser de manière différente avec l'ensemble des acteurs de la communauté internationale, que ce soit les ONG, que ce soit vous, les entreprises, les collectivités territoriales et bien évidemment l'État français et nos partenaires et alliés européens, mais pas uniquement. Et puis,
Il y a une temporalité double, à mon sens. Il y a ce qui se passe en ce moment. On le voit, tout cela est mouvant, compliqué, et dans le même temps, il y a une espèce de guerre d'attrition où on voit qu'il y a une sorte de volonté de poursuivre et d'avoir des gains un petit peu euh, par lassitude. Donc cela, il faut absolument éviter que ce conflit et que la Russie parvienne à faire en sorte que la lassitude, notre lassitude, lui donne une plus grande prise sur l'Ukraine. Et puis, il y a à la fin du conflit, et ça, le diplomate vous le dit, évidemment, ce conflit se terminera, ce conflit prendra fin. Si la Russie le souhaite, un autre avenir peut se dessiner. Et là, il va y avoir, ce sera notre responsabilité d'intervenir et d'être en ordre et prêt à ce moment-là. Donc voilà, ces deux temporalités-là sur lesquelles on doit intervenir à des volets différents, des actions différentes. Je crois que c'est important de l'avoir en tête. Et puis, pour moi, vu de Cracovie, je suis responsable pour tout le sud de la Pologne, hein. Il y a évidemment, et vous en parlerez, j'en suis convaincu, une difficulté qui sera la difficulté d'accès au marché. D'accès au marché par concurrence, d'accès au marché par difficulté d'infrastructure, par voilà, beaucoup de problématiques qui seront les vôtres. Donc là, il va aussi falloir avoir cela en tête. Peut-être maintenant très rapidement un dégagement sur le rôle et la place de la France en Pologne. Je crois qu'il faut dire qu'on a un moment Pologne en France, c'est une volonté qu'on a en tout cas. Il y a un véritable rehaussement de notre relation bilatérale. Je crois que le meilleur exemple, c'est ce que porte l'ambassadeur et l'ensemble de la France en Pologne, c'est la volonté de négocier un traité bilatéral qu'on pourrait appeler le traité de Nancy et qu'on a l'espoir de pouvoir finaliser dans les mois qui viennent. Le dernier traité daté de 1991 et dans ce traité, on disait que la France déploierait tous ses efforts pour que la Pologne rejoigne l'Union européenne. Je crois on a bien fait le travail, ça s'est fait. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin, plus fort. Et ce traité va nous permettre, va être l'instrument qui va nous permettre de matérialiser cette volonté française extrêmement forte de travailler au premier plan avec le partenaire polonais. Et là-dessus, pourquoi je vous parle de ça? Parce que très clairement, vous l'avez vu lors du forum trilatéral dont vous parliez, Joël, la place de Rzeszów, qui est cette ville en Pologne assez proche de la frontière ukrainienne et par laquelle transite 80% de l'aide au sens large qui part vers l'Ukraine. C'est là où énormément de délégations passent parce que l'espace aérien est bloqué. Et là-dessus, moi, j'attire votre attention sur le fait que le partenaire américain est d'ores et déjà extrêmement présent sur place. Beaucoup de choses sont faites, parce qu'ils ont une base militaire là-bas, donc il y a déjà énormément de contacts et de choses qui sont faites. Nous, on a une présence, la France a une présence qui reste assez, assez menue, mais qui tout de même existe. On a une alliance française qui fait un travail assez formidable sur le terrain, et puis on a évidemment Safran Engine, notamment, qui est sur place avec une direction de très bon niveau qui pourra peut-être, si le besoin s'en faisait sentir, vous donner quelques clés, quelques pistes sur l'implantation là-bas. On travaille aussi, pour tout vous dire, sur un rehaussement de notre niveau là-bas, notamment par une recherche sur comment on pourrait favoriser l'enseignement du français. Voilà un petit peu pour vous planter le décor. Je serais très heureux de répondre à d'éventuelles questions, hein, si vous voulez aller plus avant, mais je voulais vous faire un panorama un peu complet, global, surtout très rapide. Moi, je voudrais simplement conclure sur ce qui me paraît être extrêmement important. Ce qui est extrêmement important, c'est la coopération entre nous toutes et tous, mais notamment entre les entreprises, les régions et bien sûr les affaires étrangères, Business France, Bercy. Ça, je crois que c'est essentiel que nous travaillions toutes et tous de manière complètement alignée pour faire une équipe France finalement, parce que c'est grâce à cela et grâce à ce travail, cette coopération, qu'on va pouvoir aller de l'avant et surtout qu'on va pouvoir peser sur place. Donc là, je reviens sur le fait de vous remercier pour avoir organisé ce webinaire et c'est pour ça que j'ai été très heureux de pouvoir vous dire ces mots d'introduction parce qu'on a beaucoup d'acteurs français à différents niveaux qui se rejoignent et qui parlent. Mais il est vraiment extrêmement important qu'on comprenne qu'on doit tous aller dans le même sens et pour ça, il faut coopérer. Et ce webinaire, je crois, en est la meilleure illustration. Enfin, pour moi, encore une fois, c'est ce mot de coopération. Il faut aller de l'avant, il faut aller vite, on est attendu. Il faut le faire. Il y aura des obstacles, des difficultés, mais je crois qu'on est assez agile pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, encore une fois, à votre disposition si vous aviez des questions. Et je vous ai passé tous ces messages et je vous remercie. Merci infiniment, monsieur le consul général.
Je passe la parole à Bruno Chiaverini pour expliquer effectivement ce que la région a déjà mobilisé en faveur de l'Ukraine depuis le début du conflit. Et est-ce que tu veux partager d'autres, Bruno? À toi. Merci Joël. Euh, Moi, je serai court comme à mon habitude. Pardon Joël, mais d'abord, je voudrais te remercier et remercier aussi Marie d'avoir mis en route ce webinaire. C'est extrêmement important et je suis très heureux de voir que la communauté économique et les entreprises de la région répondent à nouveau présents à ce webinaire et à cette problématique de la reconstruction ou de la réhabilitation en Ukraine. Autour de moi, il y a Céline Paris, responsable du service coopération européenne, et Franck Lévy, qui est plus en charge de nos relations avec l'Europe centrale et en particulier avec l'Ukraine. Je les remercie également puisque c'est eux qui, au quotidien, œuvrent pour cette relation bilatérale. Je voudrais saluer Monsieur le Consul général de France à Cracovie. Cracovie, Malopolska, c'est une région que nous connaissons bien, avec laquelle nous avons des relations très intenses depuis très longtemps, et pour laquelle d'ailleurs nous serons appelés à renouveler notre mémorandum de coopération d'ici quelques semaines ou quelques mois, puisque nous venons d'accueillir à nouveau une délégation de Malopolska il y a quelques jours. S'agissant de reconstruction, réhabilitation, renforcement de capacité, nous en avons une petite habitude à la région Rhône-Alpes, devenue région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque depuis les années 90, nous nous sommes essayés à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine. Un peu plus tard, ce fut notre mobilisation pour l'Irak. Et maintenant, si je fais court, pour l'Ukraine. Et donc, effectivement, Monsieur le Consul général, nous avons pris l'habitude de travailler en ligne et, s'agissant de marché économique, de chasser en meute. Voilà, donc une petite habitude de ce genre exercice difficile et qui nécessite, comme vous l'avez souligné, le fait de travailler ensemble, d'échanger entre nous beaucoup d'informations et de rester surtout alignés, cohérents et crédibles vis-à-vis de nos partenaires. Je voudrais souligner deux éléments. Le premier élément, c'est que la région s'est mobilisée immédiatement après effectivement le conflit qu'a ouvert la Russie. Nous sommes mobilisés à deux niveaux. D'abord, nous avons dénoncé nos accords de coopération avec la Russie, puisque la région était très liée à la Russie. Donc, nos accords sont suspendus et nous ne travaillons plus avec cette destination. Et deuxième chose, nous avons ouvert le fonds d'urgence de la région pour venir immédiatement en aide aux populations ukrainiennes. La région a mobilisé un peu moins d'1 million d'euros, 750 000 euros, pour aider les populations ukrainiennes à travers le fonds d'urgence, pour soutenir les étudiants ukrainiens dans la région, à peu près 150 étudiants, et pour également dispenser des cours de langue française. Voilà ce qui a été fait dans l'immédiat en 2022, et voilà pourquoi nous souhaitons aujourd'hui prolonger aussi, conformément à la délibération qui avait été votée en mars 2022, prolonger cette action à deux niveaux. Au niveau du renforcement des capacités, vous l'avez indiqué, Monsieur le Consul général, renforcement des capacités, ça veut dire apporter l'expertise que nous sommes à même d'apporter dans un certain nombre de domaines. À l'époque, le domaine de la santé a été cité, notamment aux côtés de la Fondation Mérieux. Vous savez que Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes sont une des places mondiales de la santé. Nous avons une expertise extrêmement forte dans ce domaine-là. Nous avons cité aussi plus récemment, à l'occasion d'une rencontre entre nos élus et l'ambassadeur d'Ukraine, le domaine du nucléaire. Nous sommes aussi une des régions, peut-être la région la plus nucléaire d'Europe, avec 14 réacteurs, et donc nous pouvons apporter de la réhabilitation, de la formation, voire mobiliser des PME, PMI en sous-traitance pour un certain nombre de problématiques. Et là aussi, reconstruction, s'il s'agit de reconstruction, dans différentes thématiques. Je souligne que le pôle mécanique de la région, le pôle CIMES, a déjà signé un accord de coopération avec son homologue ukrainien. Donc je suis très heureux et je remercie à nouveau l'agence de cette mobilisation des entreprises. Comme il a été indiqué, nous avons déjà mobilisé des financements. La région finance déjà le pôle Ténardis pour cette mobilisation. Et cet effort qu'il faudra poursuivre dans la durée, comme vous l'avez souligné,
nous sommes prêts à le faire et prêts effectivement à nous positionner sur les années qui viennent pour eh bien, aider les Ukrainiens, aider la population et puis prendre part à cet effort de réhabilitation, de reconstruction et de renforcement des capacités. Donc voilà, en un mot. Et vraiment, merci à tous de cette mobilisation collective et de jouer cette carte régionale en Ukraine. Un élément important, la région, au titre de sa politique internationale, n'entend pas se marier à un oblast particulier en Ukraine. Je le souligne. Notre perspective, c'est de travailler thématiquement et d'apporter dans les thématiques dans les secteurs pour lesquels les Ukrainiens exprimeront des besoins, de mobiliser leur expertise, de mobiliser les entreprises et de répondre aux besoins. Voilà. Merci à tous et surtout, bon travail. Merci beaucoup, Bruno. Comme vous dites, l'exercice difficile, le contexte très complexe et en même temps l'importance de la coopération, collaboration entre tous les partenaires, tous les acteurs, et ce qu'on peut voir aujourd'hui lors de ces webinaires où effectivement on est nombreux, aussi bien les entreprises que les différents représentants institutionnels, les agences, etc. L'État aussi également. Et ce qu'on a pensé intéressant pour vous d'évoquer, c'est, puisqu'on entend effectivement la Pologne à plusieurs reprises ici, Joël revient de Rzeszów, notre consul, monsieur le consul de Cracovie, vous êtes sur ces territoires qui sont très proches des territoires ukrainiens. Donc la Pologne, le pays, le membre de l'Union européenne, à la frontière, directement concerné de manière frontale. Comment aujourd'hui les entreprises françaises peuvent travailler avec les entreprises polonaises pour approcher ces marchés et quel est le rôle de Business France pour faciliter ces rapprochements. J'invite Eva Rokicka, donc qui est notre collègue de Business France, chef du pôle industrie, Business France Europe centrale orientale. Eva, est-ce que tu peux... Bonjour à tous. Moi, je représente Business France à Varsovie. Merci Marie. Bonjour à tous. Physiquement, je suis à Varsovie, donc physiquement, je suis en Pologne. J'étais aussi à Rzeszów il y a une semaine. Nous suivons du près cette coopération entre la Pologne, l'Ukraine et la France. Ça, ce qu'il faut savoir surtout, peut-être je vais dire quelques mots de sur Business France pour que vous sachiez quel est notre rôle, surtout dans le contexte actuel. Donc Business France, comme vous savez, c'est une agence publique des services française qui veille sur le développement international des entreprises françaises. Et nous sommes implantés dans 55 pays et physiquement, nous sommes présents dans plus que 100 pays. Nous sommes présents justement dans l'Europe centrale et orientale. Et ici, 12 pays sont couverts par notre présence. Nous avons 4 bureaux en Pologne, en République tchèque, en Roumanie et justement en Ukraine. Notre bureau en Ukraine, depuis le début de la guerre, n'a pas cessé de travailler. Ils accompagnent les entreprises françaises, ils les aident sur place. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner compte tenu du contexte actuel. Comme vous savez tous, la Pologne et l'Ukraine, ce sont les pays qui sont liés, pas uniquement historiquement, mais surtout économiquement et des points de vue social. Déjà aujourd'hui, un tiers des exportations de l'Union européenne vers l'Ukraine passe par la Pologne. Et il est quasiment impossible de livrer des marchandises de l'Europe à l'Ukraine sans passer par la Pologne. Donc, la Pologne sera un centre actif d'organisation et des formations pour la reconstruction de l'Ukraine. Ça, c'est la vision que nous avons et ça, c'est la vision qui nous est confirmée aussi bien par les entreprises polonaises, les entreprises françaises, qu'en les entreprises aussi ukrainiennes. Ça, ce qu'il faut confirmer également, et ça, ce qui souligne le rôle de la Pologne dans ce contexte, c'est l'effet qu'il y a quelques jours, il y a l'ouverture de l'Agence des Nations Unies chargée de la gestion des projets, du financement et de la reconstruction des infrastructures en Ukraine qui a été validée. C'est l'agence qui s'appelle l'UNOPS, doit faciliter la participation des entreprises polonaises au marché public pour la reconstruction de l'Ukraine et par conséquent, ça va servir aussi à cette participation des entreprises françaises qui souhaitent reconstruire l'Ukraine
via la Pologne, via les travails avec les entreprises polonaises. Nous, de notre côté, en tant que Business France, comme vous le savez très bien, nous participons régulièrement au Rebuild Ukraine, donc c'est un salon qui se tient à Varsovie, et nous accompagnons régulièrement les sociétés françaises qui veulent reconstruire l'Ukraine, mais en les organisant aussi un programme de rencontres des entreprises polonaises pour qu'elles puissent envisager cette coopération qui ensuite donnera le fruit via une coopération avec les sociétés ukrainiennes. Ça, ce qui ressort de nos observations, c'est surtout qu'il y a quelques secteurs qui sont les plus populaires, et ce sont les secteurs qui nous viennent forcément à l'esprit en premier. Donc, c'est tout ce qui est l'énergie, l'environnement, l'assainissement, les infrastructures. Mais après les échanges avec les entreprises polonaises qui s'investissent déjà en Ukraine, ce qui ressort, c'est aussi qu'il faut gérer les premières urgences, donc les pannes d'électricité, la question de sécurité de santé. Et c'est les entreprises qui proposent ces sociétés-là, je parle ici des sociétés françaises, qui connaissent déjà les premiers succès. Par exemple, nous avons accompagné une société Fliporishir, c'est une société qui est présente dans le secteur énergétique, qui propose des groupes électrogènes qui prospèrent très bien actuellement déjà en Ukraine, en développant en fait, en ayant déjà une filiale en Pologne et en travaillant avec les entreprises polonaises pour pouvoir vendre bien en Ukraine. Nous avons quelques success stories, par exemple une société Usor qui est spécialisée dans le coffrage métallique pour les bâtiments, qui a été accompagnée lors de Rebuild d'Ukraine l'année dernière par Business France à Varsovie. Vous pouvez trouver sur Internet, il y a un film YouTube qui parle bien de ces programmes, des rendez-vous que nous avons organisés, et aussi de ça, ce qui s'est apporté à la société ensuite, qu'ils ont été très contents parce que grâce à ça, ils peuvent déjà commencer à approcher les marchés, rentrer sur les marchés, parce qu'ensuite, quand ça va vraiment démarrer, il fera trop tard. Donc, il faut absolument agir en amont pour être déjà prêt, pour avoir de bons contacts côté Pologne, côté Ukraine, pour ne pas rater les opportunités. Ça, c'est la vision de terrain qui nous a été présentée par les sociétés polonaises et françaises. Et ça, ce qui ressort de nos observations, c'est aussi qu'il y a quand même quelques inquiétudes des deux côtés, principalement sur les financements. Ça, c'est le sujet qui sera développé tout à l'heure par Romain, qui les connaît très bien, mais côté polonais, il y a aussi cette inquiétude parce que la Pologne, elle est un peu en retard pour le déblocage de fonds pour l'Ukraine. Donc, nous sommes au niveau administratif, nous avons un petit retard. Donc, ces fonds ne seront pas débloqués pour les sociétés polonaises, là où ça sera déjà en cours pour les pays comme Allemagne, Danemark, la France ou la Belgique. Donc, du coup, il y a cette inquiétude, est-ce qu'il y aura assez de financement? Mais il y aura avec un peu de retard, mais tout va dans le bon sens. Et nous, en fait, nous sommes ici pour supporter des sociétés françaises qui souhaitent approcher l'Ukraine, mais via cette approche indirecte, parce que directement, c'est notre filiale en Ukraine qui gère les problèmes, qui est là-bas pour les aider, et Romain en tête de notre bureau en Ukraine. Voilà. Ça, c'est de mon côté. Je voudrais être assez rapide et brève, et je laisse la parole à Romain. Merci beaucoup, Eva. Alors, dans la suite, Romain prendra la parole ultérieurement, un tout petit peu plus tard, dans quelques instants. Donc, merci encore, Eva, puisqu'effectivement, on a eu aussi des très bons retours des entreprises sur vos accompagnements. On y reviendra pendant le webinaire. Mais pour ceux qui sont là avec nous, vous savez que vous avez une base très solide des représentations des services d'accompagnement des entreprises en Pologne, mais aussi pour l'Ukraine. Et Eva et Romain, que vous entendrez tout à l'heure, effectivement, sont vos vrais alliés sur le terrain. Peut-être ce qu'il faut aussi mentionner, qu'effectivement, il y a l'agence économique polonaise PAIR qui est très présente, qui travaille aussi sur ces approches de marché ukrainien. Donc, c'est bien de connaître cette agence, de pouvoir entrer éventuellement en relation avec. Ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais en tout cas, on essaye aussi de garder les bonnes relations avec eux pour pouvoir avoir ces retours de terrain les plus les plus élargis possibles.
Alors, malheureusement, je pense que... Ah voilà, mon écran s'est bloqué. C'est la présentation d'Eva. On y reviendra de toute façon. On vous recevrez la présentation tout à l'heure. Et là, je passe la parole. Alors, vous êtes mobilisés vraiment au pied levé. Elisa Begnaud qui interviendra du coup avant Romain. Donc, Elisa, merci beaucoup. Vous êtes représentante chargée de mission auprès de Pierre Albron, donc représentant envoyé spécial pour l'Ukraine, pour la France. Notre objet ici, c'était de regarder les instruments financiers et les dispositifs qui accompagnent concrètement les entreprises françaises sur le terrain. Est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant? Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, vous Voilà, m'entendez très également? bien. Merci, merci Élise. Et Romain complétera la présentation d'Élise. Parfait, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de ce webinaire. Et effectivement, hein, la coopération, et je pense que Géchouf en a été vraiment une très belle illustration, l'événement à Géchouf qui s'est tenu il y a maintenant une dizaine de jours et qui a réuni à peu près 80 participants, et une belle illustration de comment est-ce qu'on peut faciliter l'émergence de synergies entre à la fois les autorités locales et les entreprises des trois pays pour renforcer notre soutien à l'Ukraine. Alors moi, je vais peut-être commencer très rapidement un petit peu sur les missions de l'envoyé spécial, donc Pierre Heilbronn, qui a été nommé par le président de la République en mars 2023, il y a bientôt 1 an et demi. Alors on est une structure un petit peu atypique dans l'organisation administrative française. On est une équipe interministérielle pour travailler autour de trois principales missions de l'envoyé spécial, qui est d'abord de coordonner l'action des administrations, des différents ministères, notamment les ministères techniques qui ont des projets de coopération avec l'Ukraine dans des secteurs très variés, comme par exemple la santé, les transports, l'agriculture. La deuxième mission de l'envoyé spécial porte sur la représentation de la France dans les enceintes internationales et notamment dans le cadre de la plateforme de coordination des bailleurs du G7, qui est vraiment une plateforme qui a été mise en place il y a 1 an et demi pour faciliter le partage d'informations entre les bailleurs, en lien avec les autorités ukrainiennes, et pour éviter justement qu'il y ait des doublons dans notre aide et dans notre soutien à l'Ukraine entre les différents bailleurs et les principaux bailleurs. C'est une plateforme également qui est en évolution et qui déjà a été récemment élargie à d'autres bailleurs hors G7, qui a été également élargie à des observateurs et qui inclut dorénavant une dimension de entreprise, avec la création d'un groupe de travail qui vient enrichir les discussions qu'il y a dans les réunions du groupe de travail G7, et un autre groupe de travail sur la société civile. Donc ça, c'est vraiment la deuxième composante. Et puis la troisième, c'est l'accompagnement des entreprises, du secteur privé, des collectivités locales dans les actions de coopération en Ukraine. Alors, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante juste pour vous présenter un petit peu ce dont on parle quand on parle de reconstruction. Il y a deux choses qui me paraissent importantes de souligner. C'est que le premier réflexe, la première remarque, des fois, quand on parle de reconstruction dans un pays qui est toujours en guerre, c'est mais pourquoi reconstruire maintenant? Et sur ce point-là, il faut savoir que la reconstruction, elle a déjà débuté il y a très longtemps, et que on est dans un secteur qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur place et qui
et qui des entreprises, des bailleurs qui ont des projets, qui mènent des projets, et les Ukrainiens n'attendent pas pour reconstruire, parce que tout est reconstruit vraiment au fur et à mesure. Aujourd'hui, peut-être un point d'élément sur l'actualité, la triste actualité, c'est que l'Ukraine a fait l'objet de frappes fin août sur les infrastructures énergétiques et plus particulièrement les sous-stations. Il y a une grande partie des capacités de production électrique qui ont été perdues. Aujourd'hui, on estime que l'Ukraine dispose de 10 gigawattheures, alors que les besoins vont s'élever à 19 gigawattheures à l'approche de l'hiver. Et c'est vraiment un secteur prioritaire et sur lequel nous, France, et j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre du fonds, on essaie de soutenir, d'appuyer, de renforcer notre soutien pour le secteur de l'énergie. Pour autant, donc voilà, il y a un besoin de reconstruction qui aujourd'hui va malheureusement en augmentant. Le dernier rapport de la Banque mondiale a été publié en février 2024 et le coût total de la reconstruction est actuellement évalué à près de 500 milliards de dollars. C'est un montant qui est énorme et donc on verra le montant évalué lors de la prochaine révision dans les prochains mois, mais on s'attend à ce qu'il y ait une évaluation à la hausse. Sur la situation budgétaire et macrofinancière, aujourd'hui, l'inflation est aux alentours de 7% en Ukraine. Il y a une recherche de financement des extérieurs de l'Ukraine qui est évaluée à 35 milliards d'euros pour l'année prochaine, pour 2025, avec des dépenses encore une fois à la hausse en raison de l'intensification du conflit et de l'augmentation des dépenses essentiellement dans le secteur militaire qui sont évaluées par le FMI à peu près à 12 milliards d'euros. Donc c'est une reconstruction à la fois sur le court terme, mais c'est aussi une reconstruction sur le long terme. L'Ukraine a vocation à rejoindre l'Union européenne et quand on dit cela, ça signifie aussi reconstruire mieux, reconstruire avec des standards européens. Et nos entreprises européennes, françaises en particulier, ont un avantage par rapport à d'autres entreprises dans la mesure où ce sont des standards qu'elles maîtrisent déjà et sont par rapport, je pense à d'autres des entreprises qui ne font pas forcément partie de l'Union européenne et qui sont très présentes en Ukraine. Donc ça, c'était pour vous donner un mot un petit peu de contexte sur la reconstruction. Maintenant, je vais vous parler des outils qu'on a mis en place et des outils qu'on propose, les FASEP, les prêts du Trésor et le fonds Ukraine. Alors, sur ce qui est sur les... je commençais par... Excusez-nous, nous pensons qu'il y a un micro allumé quelque part. Oui, excusez, je pense que c'est pas chez vous. Ah voilà, c'est disparu, c'est parfait. Allez-y, puisqu'effectivement, on vous entendait pas très bien. Ah, non, c'est chez vous, du coup. Élise, on vous a perdu. Ah, vous m'entendez? Ah voilà, parfait. Ah oui, c'est bon. Donc les FASEP, donc c'est un outil classique du Trésor, un outil d'aide
d'aide liée, qui est proposée pour toutes les entreprises françaises, PME ou grands groupes, qui peut prendre deux formes, soit sous forme de dons ou soit sous forme d'avance remboursable. Il y a deux types de FASEP. Alors, un FASEP, c'est un test. Ça peut prendre la forme soit d'études ou soit de démonstrateurs de technologies innovantes. Donc, c'est pour tester ou pour se positionner en amont des appels d'offres. Donc, il est ouvert, donc, ce que je disais tout à l'heure, à toutes les entreprises. Le montant d'aide accordé peut aller de 100 000 euros à 800 000 euros. Avec une part française, donc ça veut dire un volet formation, un volet équipement, un volet assistance technique, qui doit être donc de 85% minimum sur le montant du FASEP sollicité. C'est-à-dire que le montant du projet peut être supérieur, mais il faut que le montant sur le montant du FASEP demandé, il y ait 85% de part française. Et c'est un outil, donc ce que je disais, qui s'inscrit dans l'aide publique au développement, un outil d'aide lié, qui est considéré, donc c'est du don qui est fait à l'entreprise française qui réalise le projet, mais qui est considéré comme un don en nature aux bénéficiaires. Et c'est la raison pour laquelle il est demandé d'avoir un bénéficiaire public en Ukraine pour mettre en place ce type de projet, donc soit études ou soit démonstrateur. En ce qui concerne donc la comitologie, donc c'est un comité d'aide projet interministériel coordonné par la Direction générale du Trésor, mais qui associe différents ministères, dont les ministères techniques, l'Agence française de développement également, qui a ouvert un bureau à Kiev en juillet dernier, le ministère des Affaires étrangères et BPI, qui agit au nom et pour le compte de l'État sur concrètement le décaissement et les versements des fonds. Alors, il y a plusieurs critères de sélection des projets des projets FASEP. Déjà, c'est l'appropriation locale, c'est-à-dire est-ce que le projet qui est proposé correspond aux priorités politiques. Ensuite, le deuxième critère de sélection, c'est vraiment sur le soutien export. C'est un projet qui est porté par une entreprise française et la question, c'est est-ce qu'il va embarquer d'autres entreprises françaises et notamment des PME. Ensuite, il y a également le critère sur l'innovation. L'innovation, ça peut être une innovation technologique, mais ça peut également être une innovation organisationnelle. En tous les cas, les FASEP n'ont pas vocation à financer de la recherche et du développement. Il faut qu'il y ait un certain niveau de maturité et que la solution ait déjà été éprouvée ailleurs avant de voir si elle peut être adaptable, là en l'occurrence en Ukraine. Et puis dernier critère de sélection qui porte sur plus généralement les impacts sociaux et les impacts environnementaux. Donc ça, c'était sur le FASEP. On a un deuxième outil classique du Trésor. Ce sont les prêts du Trésor. Alors là, dans la slide, il y a les prêts concessionnels et les prêts directs qui sont présentés. Aujourd'hui, en Ukraine, au regard des contraintes du programme FMI et de la situation de la dette, on ne peut il n'y a la possibilité que de mettre en place des prêts concessionnels. Donc les prêts concessionnels sont pour les grands projets d'infrastructure qui financent pour financer des projets à partir de 5 millions minimum. De la même manière, il faut qu'il y ait un bénéficiaire public. La part française, elle est pour les prêts concessionnels de 70%.
Pour donner un ordre d'idée, un prêt concessionnel, ça représente 35% d'éléments de don. Donc pour 100 euros prêtés, c'est 35% d'éléments de don. Depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en février 2022, on a mis en place 3 prêts concessionnels, 2 dans le secteur de la santé et 1 dans le secteur des transports. La temporalité de ces projets de prêt du Trésor est plutôt longue parce qu'il faut qu'il y ait différentes phases administratives et notamment une phase qui peut prendre du temps, c'est la négociation d'un accord intergouvernemental avec ensuite la ratification par le Parlement ukrainien. Et donc, à partir du moment où on instruit le projet jusqu'à jusqu'à ce que le texte, l'AIG, soit en vigueur, il peut se passer 6 mois, 12 mois. Donc, c'est plutôt pour financer des projets sur le temps long, ce ne sont pas des projets pour répondre à l'urgence immédiate. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en place pour l'année 2024 un autre outil spécifique pour l'Ukraine, le Fonds Ukraine. Alors le Fonds Ukraine, c'est un peu c'est un outil d'aide liée qui reprend un petit peu les grands principes des prêts du Trésor et du FASEP, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bénéficiaire public. On est sur des grands projets aussi d'infrastructures, de 5 à 15 millions d'euros. La grande différence, c'est que l'objectif est de financer des projets prioritaires urgents avec une réalisation rapide et inférieure à 2 ans. Alors c'est un fonds qui a été mis en place rapidement. Aujourd'hui, les candidatures, c'est tout récent, hein, c'est depuis la fin de la semaine dernière, les candidatures pour instruire ces projets côté français sont clôturées. Donc c'est un outil qui est assez novateur, hein, dans le paysage des outils de financement, qui répondait vraiment à trois objectifs principaux. Pouvoir répondre de manière souple et rapide aux besoins des Ukrainiens, et notamment dans le secteur de l'énergie, puisqu'il y a 60 millions sur ces 200 millions qui sont fléchés pour financer des projets dans le secteur énergétique. Le deuxième, c'était vraiment de pouvoir montrer, valoriser l'aide française par des projets concrets et visibles sur le terrain. Et le troisième objectif était vraiment de pouvoir aussi positionner les entreprises françaises sur du plus long terme, notamment lorsqu'il y aura des appels d'offres de reconstruction de plus grande envergure à la fin de la guerre. Sur cette enveloppe de 200 millions d'euros, il y a eu environ 80 dossiers déposés. Ce qui représente vraiment un vrai intérêt de la part des entreprises françaises. L'instruction sur les critères d'éligibilité se termine côté français dans les tout prochains jours. Le choix ensuite devra être réalisé côté ukrainien, puisqu'on ne fait que répondre à la demande ukrainienne. Donc le choix final appartient vraiment aux autorités ukrainiennes. C'est le ministère de l'économie côté ukrainien qui est en charge de coordonner et de sélectionner les projets prioritaires en lien avec d'autres ministères. Il y a 3 priorités côté ukrainien qui ont été identifiées, donc l'énergie, et aussi le déminage et l'eau. Et
on espère pouvoir engager très rapidement l'intégralité des projets qui auront été sélectionnés par les Ukrainiens. Et en tout état de cause, ici, la fin de l'année qui correspond à la fin de l'exercice budgétaire. Élise, juste, excusez-moi Oui. de vous couper, juste pour être bien clair pour les entreprises qui n'auraient pas encore déposé leur dossier dans le cadre du fonds Ukraine, il n'y aura pas de rallonge sur ce fonds. Alors, il n'y aura pas de rallonge a priori et au vu des contraintes budgétaires de la France actuellement, ça va être difficile d'avoir un fonds Ukraine en 2025. Donc ce fonds, il a vraiment été créé en 2024 pour répondre aux besoins urgents. Maintenant, aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment d'engager les projets qui auront été sélectionnés. Et on n'a pas encore de visibilité parfaite sur ce qui est envisagé pour 2025, mais on pense qu'il sera très, très difficile de reconduire l'existence de ce fonds l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. Je propose qu'on avance dans la présentation, Marie. Merci, merci Élise. On appelle Romain. Romain, Oui, est-ce que tu es avec nous? Voilà, donc pour apporter un peu le complément par rapport aux présentations d'Élise, merci Élise pour ces présentations très précises. Donc effectivement, le contexte, il est tendu sur ces fonds en particulier, mais il y a probablement d'autres voies aussi de se positionner sur des projets, et puis peut-être aussi les FACEP traditionnels peut rester aussi les véhicules qui pourraient être mobilisés par les entreprises qui n'auraient pas eu le temps ou qui ne se sont pas projetés sur ces fonds Ukraine. Romain. oui, bonjour à toutes et Bonjour. à tous. Merci, merci aux équipes de la région d'organiser ce webinaire. Donc, Joël, Marie, Bruno, Franck et Céline, Monsieur le Consul, le cher Cédric, mes collègues, en plus de vous tous de la Team France, donc avec Élise, avec qui nous travaillons main dans la main, bien sûr, Eva. Moi, je ne vais pas aller dans le détail, vous aurez les slides. Ce que je voudrais dire, c'est que le financement était le gros sujet, le goulot d'étranglement pour les entreprises en 2022 et en 2023. Alors, c'est encore un sujet crucial, mais ça l'est moins dans la mesure où beaucoup d'initiatives se mettent en place. Donc, vous avez vu tous les outils déjà classiques qui existent et qui marchent. Surtout, ça marche. Le fonds, qui est un nouvel outil qui marche presque trop bien, parce qu'on a eu beaucoup de demandes et on espère tous qu'il y aura une deuxième version, mais comme l'a évoqué Élise, la contrainte budgétaire en France fait qu'on aura du mal, peut-être plus de mal à venir en aide à l'Ukraine avec ce type d'instrument. Avant de vous donner la parole, notamment avec De Synthé et Prodéval, je voudrais insister sur le fait, en pratique, comment on fait après pour accéder à ces financements. Et c'est là où il y a le nouveau boulot d'étranglement, c'est d'arriver à trouver ces partenaires ukrainiens. Donc, les partenaires ukrainiens, il y a de deux types. C'est le client. Alors, le client avec une sémantique large de ce qu'est un client, ça peut être un bénéficiaire, comme le cas du fonds, donc c'est une entité publique qui n'a pas de ressources propres pour vous acheter vos solutions, mais qui vont pouvoir mettre à profit des instruments financiers comme celui du fonds Ukraine, mais aussi d'autres instruments financiers qui peuvent être multilatéraux pour acheter votre solution. Et ensuite, des partenaires ukrainiens qui vont construire avec vous une solution parce que vous allez avoir besoin de main-d'œuvre localement, par exemple pour la maintenance de vos produits, pour le suivi de vos projets. Et c'est là où c'est pas évident parce que malheureusement l'espace aérien est fermé. Donc pour venir de Lyon à Kiev,
il faut, en fonction des connexions en avion, il va falloir 24 heures en passant par le train, donc 48 heures aller-retour. Quand on a une entreprise, ça veut dire quasiment investir la semaine entière pour un déplacement en Ukraine. Alors, ça, il faut le faire, mais il faut le faire en sachant, en étant le plus efficace possible dans ces démarches. Alors, avant de venir en Ukraine, au niveau du bureau de Business France, donc nous sommes 4. J'ai 3 collaboratrices ici. On a fait venir, et j'ai vu qu'il y avait une question sur le BTP, par exemple, on a fait venir une délégation de donneurs d'ordre ukrainiens en France à l'occasion du salon Intermat, donc qui est le plus gros salon européen du BTP et des travaux publics qui a eu lieu en avril. Ce sont des projets qui s'appuie sur une mesure qui s'appelle l'export commence en France. Donc, on fait venir les donneurs d'ordre pour vous rencontrer directement sur des salons qui sont localisés en France. Il y en a d'autres comme Eurosatori et je pourrais vous informer en fonction de vos secteurs. Il y a Donc ça marche très bien. Ça marche très bien, vous n'avez pas à vous déplacer et ce sont les Ukrainiens qui se déplacent. Ensuite, il y a un salon ukrainien qui a été délocalisé à Varsovie, donc j'y reviendrai après. C'est le salon Rebuild, j'en parlerai en conclusion. Et enfin, la possibilité de venir jusqu'en Ukraine, mais j'insiste sur le fait qu'il faut beaucoup se préparer. Et de vous rappeler que ce n'est pas une décision anodine, puisque le conseil aux voyageurs est rouge. C'est-à-dire que le conseil de l'État français est de ne pas venir ici, sauf raison absolument impérieuse. Donc il y a beaucoup de délégations qui sont venues, mais ça engage votre responsabilité en tant qu'employé et en tant qu'employeur de faire ces déplacements. Et les aspects sécuritaires sont importants. Après, il y a les risques, il y a la perception des risques, et nous sommes aussi là pour surtout faire de la pédagogie et vous expliquer et vous accompagner jusqu'ici. Donc, je ne veux pas être trop long parce qu'en plus, je reparle après et je vais laisser la place aux entreprises. J'étais de votre côté pendant plusieurs années. J'ai rejoint Business France il y a 1 an et demi, mais ça fait 15 ans que je suis en Ukraine et j'étais essentiellement dans l'agriculture. Merci. Merci beaucoup, Romain. Comme évoqué, on reviendra pour parler des salons. Et merci. Donc, on vient de faire un peu le tour sur les financements. Et aussi bien Romain, l'équipe de Business France, que aussi les collègues côté l'agence et la Team France Export. On saura vous répondre en fonction des projets, quels sont les dispositifs peut-être les plus appropriés dans le cadre de rendez-vous individuels. Et Business France, les collègues, ils ont l'habitude de les faire au quotidien. On aimerait aussi maintenant échanger un peu sur les contextes très particuliers de ces climats d'affaires qui ne se passent pas dans les conditions normales. Et c'est pour ça qu'on fait appel au cabinet Amarante International. Donc, Maria Germenko et Nicolas Boutinon, on vous laisse vous présenter. Vous êtes experts dans les domaines de l'intelligence stratégique. Nous vous avons aussi mandaté côté l'agence pour accompagner certaines entreprises sur des sujets très particuliers en lien avec l'intelligence, business intelligence. Maria, Nicolas, est-ce que vous pouvez donner quelques recommandations et insister sur certains points d'alerte par rapport à la manière dont les affaires doivent être menées avec les partenaires en Ukraine? Oui, bonjour, merci Marie, bonjour à tous. Difficile de passer après vous tous. Vous avez fait un très bel exposé sur les soutiens dont peuvent bénéficier les entreprises françaises grâce à nos institutions. Je vais essayer d'avoir, on va essayer d'avoir avec Maria une discussion peut-être un peu plus opérationnelle, toujours dans l'idée de rassurer, parce que c'est quelque chose qui nous revient très souvent auprès de nos clients. Ils ont besoin d'être rassurés, de gommer les inquiétudes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui les rassurent là sur les financements. On va peut-être essayer de parler sur certains aspects opérationnels. Juste en 2 mots, je voudrais vous présenter Amarante pour les gens autour de la conférence qui ne nous connaissent pas.
Amarante existe depuis 17 ans, a été fondée par des anciens des services spécialisés français, donc des services de renseignement, et avait la vocation première, dans sa première activité, de développer des activités de sûreté et de sécurité pour des entreprises ou des institutions. Donc à ce titre-là, on va sécuriser des ambassades, des aéroports. On intervient énormément auprès des institutions européennes pour sécuriser des emprises diplomatiques. Donc ça, c'est sur le volet sûreté-sécurité. Ça permet de nous positionner un petit peu. Et depuis une dizaine d'années maintenant, on intervient également sur des volets de conseil qui sont à la fois donc conseil en géopolitique, toujours avec cette vocation en sûreté-sécurité, et également sur des conseils maintenant en intelligence économique, donc en renseignement d'affaires. Voilà. Je vous ai brossé rapidement la société. On a une filiale en Ukraine depuis peu. Je vais laisser Maria, qui est chargée de mission au niveau du développement commercial privé, vous exposer quelques points et je reprendrai la parole après. Bonjour à tous, merci Nicolas pour cette introduction d'Amarante. En effet, je suis chargée de mission business développement privé chez Amarante et je coordonne aussi nos activités en Ukraine parce que Amarante possède une filiale en Ukraine et je suis aussi ukrainienne de nationalité. Amarante et je vous propose de commencer d'abord par un petit point de situation en Ukraine pour compléter tous les intervenants au début de ce webinaire. Ce que je voulais dire surtout que malgré la guerre en cours, l'économie ukrainienne continue à soutenir le pays. Pour 2024, la hausse du PIB est prévue de 1 à 3%. Donc, ça vous permet d'avoir une vision sur l'activité qui continue à soutenir le pays. Les activités militaires ont lieu principalement à l'est et au sud du pays, mais la vie dans d'autres régions ne s'est pas arrêtée, même si un risque de frappe existe sur tous les territoires du pays. C'est ce que disait vraiment tout le pays est coloré en rouge. 2,4 millions Ukrainiens, les femmes, les personnes âgées et les enfants sont partis du pays depuis février 2022. Ce déclin démographique est aggravé par la mobilisation militaire pour les hommes qui est en cours aujourd'hui. Ceci représente des difficultés pour l'économie et pour la reconstruction du pays. Ensuite, le gouvernement ukrainien souligne le besoin vital de commencer la reconstruction. C'est de quoi on parle aujourd'hui, la reconstruction ukrainienne qui permettra de faire face à la guerre. Les secteurs prioritaires à reconstruire sont infrastructure, énergie, transport, agriculture, matériaux critiques, métallurgie verte, digitalisation. C'est ce qu'on disait qu'il faut reconstruire mieux que c'était avant. Et donc, un des thèmes de Rebuild Ukraine, c'est de reconstruire les secteurs d'énergie et de construction. Amarante International a participé l'année dernière au salon Rebuild Ukraine au pavillon France, organisé par Business France. Si vous avez des questions, comment ça se passe, la participation au webinaire, n'hésitez pas après à nous solliciter, nous pourrons être en bon contact pour vous. Ce que nous vous proposons aussi, c'est d'être votre contact dans la prise de contact avec des communautés locales qui sont sur le salon, si vous décidez d'y aller. Je rejoins Romain sur le fait qu'il faut bien se préparer. Il faut bien cerner les contacts que vous souhaitez voir sur le salon et se préparer à parler avec eux, au moins en anglais, mais c'est mieux de parler avec eux en ukrainien parce que les communautés parfois ont du mal à s'adapter avec plein d'étrangers. C'est ce que j'ai remarqué l'année dernière sur le salon. Je laisse Nicolas à reprendre sur l'accompagnement d'Amarante et la vision des risques. Merci Maria, je vois que le temps file, donc je vais essayer d'être bref. C'est vrai que ça se prépare en amont, clairement. Une décision d'aller dans un pays, l'environnement d'affaires dans un pays en guerre n'est jamais évident et pas à prendre à la légère du tout. Je me mets deux secondes à la place d'une société qui serait intéressée pour y aller, clairement, parce que peut-être que déjà elle a détecté qu'il y avait un marché, donc au niveau économique sur place, forcément, de toute façon. Comment j'y vais? Comment je m'y rends? Donc, je rejoins un petit peu ce que dit Maria et ce que d'autres intervenants ont dit tout à l'heure. Il y a des aides, il y a des salons où on peut faire ces rencontres. Néanmoins, c'est pas parce qu'on a fait les bonnes rencontres, ou en tout cas des rencontres, et qu'on obtient des financements, que le projet peut réussir. On le souhaite, mais il y a des risques toujours. Et je vais revenir à des fondamentaux assez classiques.
finalement, la personne en face de moi, toute de bonne volonté qu'elle puisse être, qui elle est, qui est la société avec laquelle je discute, par quels capitaux elle est détenue, qui sont les dirigeants, est-ce qu'ils n'ont pas des antécédents, des choses un petit peu obscures qui pourraient être révélées également. Tout ça, c'est des choses que nous remontent nos clients et ça renforce ce sentiment d'inquiétude à un climat général d'affaires, on l'a dit, qui est très difficile. On peut apporter des solutions de manière à avoir simplement ces réponses. Voilà, je vous parlais de l'actionnariat d'une société, du dirigeant. Quel est-il? Quels sont ses autres mandats? Quelles sont ses autres présences peut-être dans le monde? Quel est son passif? L'important de se poser des questions sur le domaine du renseignement d'affaires, on a parfois des réponses assez binaires. Est-ce que je connais? Oui, non. Je reviens à l'actionnariat de telle ou telle entreprise. Si la réponse est oui, ça va, on peut passer à autre chose et on peut travailler le développement. Si la réponse est non, il y a peut-être quelques actions à prévoir avant. On vous liste simplement là quelques analyses qui pourraient être faites. On a parlé rapidement de géopolitique sécuritaire. On parle de due diligence, où là, véritablement, on va analyser, alors plus ou moins en profondeur, j'ai plutôt tendance à dire que dans le contexte, on va analyser très en profondeur le futur partenaire, ou en tout cas même le projet, essayer de comprendre dans quel environnement d'affaires je vais évoluer. C'est un espace qui est très mouvant. La politique locale est assez mouvante également. Quels sont mes appuis locaux? Et quand je dis appui, ce n'est pas seulement économique, mais quels peuvent être mes appuis politiques également là-bas. On parle beaucoup de fraude documentaire également. On ne voudrait pas que certaines entités françaises, par un excès peut-être alors pas forcément de confiance, mais d'envie justement d'aller dans cette reconstruction, se fassent avoir, entre guillemets, et fassent un mauvais choix au détour d'une mauvaise rencontre malheureusement. Beaucoup de choses, beaucoup de garanties peuvent être mises en place, mais on n'est jamais à l'abri malheureusement d'une fraude documentaire. Donc aujourd'hui, détecter ça, c'est quelque chose qui peut aller dans le sens véritablement de la réussite d'un projet. On parle d'anticipation stratégique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. On pourra y revenir si vous avez besoin dans les questions. Et je finis le propos dans ce que voulait vous communiquer Amarante aujourd'hui. Comment on fait donc d'un point de vue, j'allais dire, peut-être proactif en prévention, comment on fait d'un point de vue économique, comment on fait d'un point de vue sécuritaire. On évoquait à l'instant effectivement la possibilité de se rendre sur cas de force majeure dans le pays, clairement. On peut s'y rendre. Effectivement, c'est quelque chose qui se prépare très en amont. On ne fait pas l'impasse sur cette zone-là actuellement d'avoir une protection rapprochée. Alors, plutôt discrète a priori sur certaines zones. Il y a des choses voilà, qu'on est capable de mettre en place également. Tout ça dans l'optique de vous dire que les financements, vous pouvez les avoir, la sécurité économique vous pouvez l'avoir aussi, et la sécurité physique, vous pouvez l'avoir également. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être mises à votre disposition pour assister et vous faire circuler dans certaines zones du pays, un vrai soutien logistique. Donc, il faut pas, j'essaye de gommer vos craintes, c'est pas forcément évident à dire en quelques minutes, mais pour ceux qui auraient des réticences, soyez vraiment rassurés que beaucoup d'actions sont possibles à mettre en œuvre pour pouvoir vous appuyer dans votre décision. Voilà, Marie, je pense qu'on a terminé notre propos. On ne va pas prendre le temps, on a déjà débordé un peu, je crois. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, on est un tout petit peu stressé par les temps, donc du coup on ne peut pas poser les questions à toutes les personnes qui sont là, mais les entreprises, c'est ce qu'on avait dit, Joël avait bien insisté, posez vos questions dans les chats, de toute façon il y aura tous vos contacts et effectivement cette expérience du terrain, aussi bien côté Amarante que Business France, est très précieux pour les entreprises, puisque comme vous l'avez dit, il faut avoir des personnes introduites sur le terrain qui parlent ukrainien, qui savent causer, et ça c'est peut-être une des clés de réussite. On aimerait aussi entendre les entreprises régionales qui ont déjà d'expérience depuis longue date. Alors, je ne suis pas sûre si Marina Liachenko est avec nous de Michelin. Est-ce que vous êtes là? Marina, elle avait en l'occurrence des soucis de l'agenda, mais juste un mot sur cette entreprise. Comme vous le savez, le président de Michelin, c'est aussi le président de l'agence économique de la région, aux côtés d'un élu et de Laurent Wauquiez. C'est une entreprise très stratégique pour le territoire
Et effectivement, on a eu déjà l'occasion, elle joue les jeux, et parfois les collègues, les chargés d'affaires, les représentants de cette entreprise dans différents pays permettent à ouvrir les portes aussi aux plus petites entreprises du territoire. Donc là, il y a un peu cette carte de solidarité entre nos entreprises régionales, et Marina sera notre interlocutrice ultérieurement pour ses retours d'expérience de Michelin. Mais j'appelle tout de suite Nicolas Fournier de Dessanté qui est avec nous et qui a un très beau témoignage à partager. Nicolas, vous qui connaissez bien, je crois, ces marchés. Bonjour à tous. On vous écoute. Bonjour, Nicolas. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc moi je suis cofondateur et aussi dirigeant d'une entreprise française qui s'appelle Dessanté, qui est basée à Saint-Étienne. Et nous, on fabrique du matériel de rééducation à destination donc des hôpitaux, des cliniques, des centres de rééducation qui sont spécialisés en neurologie ou dans ce qu'on appelle dans l'appareil locomoteur, en gériatrie ou en pédiatrie. On a une entreprise qui fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, 25 personnes, et donc qui fabrique à Saint-Étienne, et on a une filiale en Allemagne. Et aujourd'hui, on est à peu près présent dans une trentaine de pays avec des partenaires distributeurs en Europe et en Asie. Alors, on a commencé, nous, l'Ukraine et notre histoire avec l'Ukraine en 2018, donc très tôt, au moment de la création de l'entreprise et du lancement. On était à Medica et on a rencontré un distributeur à l'époque qui était un représentant avec une société de distribution locale. Et à cette époque-là, c'était très tôt, et donc on lui a dit que c'était trop tôt pour nous, on n'était pas assez mature pour pouvoir l'accompagner, on était focalisé essentiellement sur la France et l'Allemagne. Et donc c'est ça qui nous a amené à garder contact avec lui, mais à lui dire voilà, qu'on avait besoin de temps pour se structurer et être capable de l'accompagner. On a gardé contact tous les ans et on se voyait tous les ans à Medica. Et en 2022, dans le contexte que vous connaissez tous et pour lequel on est réunis aujourd'hui, on a été amené à se recontacter pour justement retravailler sur la structuration d'une offre et d'une solution pour l'Ukraine, et en particulier notamment pour les problématiques locales qui sont liées aux blessés de guerre, aux personnes qui sont soit amputées, soit qui sont amenées à avoir des problématiques de reconstruction de membres, donc soit issus de mines ou de tirs aériens. Et en particulier, ce que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle les douleurs du membre fantôme pour des personnes amputées, c'est-à-dire que des personnes ont l'impression d'avoir encore un membre présent qui leur crée des grosses douleurs alors que ce membre est absent, et des douleurs qui affectent la santé mentale, et notamment pour 90% des patients, ça amène à de l'anxiété, à des dépressions, et donc des mécanismes qui sont dévastateurs. Et donc nous, notre technologie qu'on appelle la thérapie miroir permet de résoudre en grande partie cette problématique-là par un soin qui en centre de rééducation, à la fois soit pour les membres supérieurs, soit pour les membres inférieurs, permet de réduire drastiquement ces douleurs du membre fantôme, ont une efficacité qui est prouvée scientifiquement, et donc répond vraiment concrètement à cette problématique-là. Et puis on a une deuxième solution qui répond à une problématique qui est aussi très forte en Ukraine, c'est des dispositifs, ce qu'on appelle d'auto-rééducation dans les hôpitaux et les cliniques, et qui répond aux problématiques du temps de rééducation. Et en gros, le contexte ukrainien fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont sur le front, et donc pas assez de soignants. Et donc dans les hôpitaux, l'idée c'est d'amener des solutions qui permettent aux patients, en complément des heures de rééducation qui sont faites par des professionnels, de permettre à certains patients de faire de l'auto-rééducation, c'est-à-dire se prendre en charge et d'augmenter le temps de rééducation pour les faire sortir le plus vite possible et les ramener au domicile. Donc 2022, on est sollicité à nouveau par notre distributeur ukrainien, et ce qu'il faut savoir, et si vous commencez une démarche en Ukraine, on a été sollicité par énormément de distributeurs, et c'est encore le cas aujourd'hui, quasiment une fois par semaine, je reçois un contact d'un distributeur qui veut travailler avec nous. Donc vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, à la fois côté Amarante et Business France, il faut arriver à vraiment faire la part des choses, à échanger, demander plein d'informations, prendre le temps de choisir son distributeur, parce que c'est un élément clé. C'est un pays qui est très complexe et dans lequel il y a une nécessité de faire un vrai audit, un vrai due deal de son partenaire, le voir plusieurs fois pour comprendre son organisation, sa structure
capitalistique et d'être capable de s'assurer qu'il va être capable de vous accompagner sur le long terme et pas juste de manière opportuniste. Je pense que ça, c'est un élément clé. Et puis, regarder aussi tous les aspects réglementaires, et ça a été notre cas, puisque dans le dispositif médical, il y a un gros sujet autour de la réglementation, de la certification. Et donc, nous, on a trouvé un partenaire local ukrainien qui nous a permis de certifier nos dispositifs et donc de les vendre en Ukraine. Et pour la petite histoire, on avait déjà initié cette démarche-là, mais dans le cadre d'un programme qui était global pour la Russie, l'Ukraine et ainsi de suite. Et donc, on a arrêté ce programme de certification pour faire le programme spécifique pour l'Ukraine. Et on a fait le choix, nous, d'arrêter de livrer complètement la Russie pour des raisons éthiques que vous imaginez bien. Donc, on a réinitié toute cette démarche, j'allais dire, de prospection avec ce distributeur, avec de la formation des équipes, avec de la mise en place de matériel de démonstration. Donc, notre distributeur a été amené sur place à faire des congrès locaux, des démonstrations dans les établissements. On a fait venir en mars l'année dernière 10 personnes qui sont des médecins, thérapeutes, kinés, ergothérapeutes ukrainiennes qui sont venus en France, qui ont pu échanger avec l'hôpital de Saint-Étienne, comprendre les pratiques, être formés à nos dispositifs. On a mis en place des dispositifs d'essai aux alentours de Kiev. On est même passé sur la télévision ukrainienne avec un reportage qui a été fait sur notre technologie au sein d'un hôpital à Kiev. Et puis, dans la continuité, on a fait appel donc au service de Business France dans le cadre du salon Rebut Ukraine qui était dédié à la rééducation, qui était en juin l'année dernière et pour lequel, j'allais dire, c'était vraiment un salon qui était très intéressant parce qu'il nous a permis, nous, d'avoir beaucoup de contacts à la fois de personnes qui sont soit des médecins, soit des thérapeutes, mais aussi des maires de collectivités qui s'intéressent aussi à la reconstruction et à la structuration de leurs hôpitaux pour prendre en charge les blessés de guerre. Et donc, ça nous a permis d'avoir de nombreux contacts qui étaient dans la continuité des démarches initiées par notre distributeur, qui lui-même avait aussi un stand sur le salon. Et donc, ça nous a permis aussi de montrer nos technologies. Un point important, vous l'avez mentionné, mais je le redis, c'est la barrière de la langue. Les Ukrainiens parlent anglais, mais pas tous et pas toujours très bien. Et c'est là où, effectivement, avoir des personnes qui parlent très bien ukrainien et qui sont capables de comprendre aussi et de faire une traduction détaillée, ça a été essentiel sur le salon. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête parce qu'on aurait clairement, sans l'équipe de Business France, été assez peu efficace. Et on a vraiment été aidé à la fois par Business France et puis French Healthcare, qui est une association dédiée pour les dispositifs médicaux qui aussi nous a accompagnés dans cette dynamique-là. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un stade où on a déposé un beau projet pour équiper 58 hôpitaux dans le cadre du fonds Ukraine qui a été présenté par Élise tout à l'heure, qui vise à équiper ces hôpitaux à la fois pour les technologies de thérapie miroir pour les amputés et puis d'auto-rééducation. Donc on est en attente des retours de ce fonds-là. Et puis on continue toujours ces démarches régulièrement avec nos distributeurs pour accompagner sur les formations, à la fois sur le matériel, sur la maintenance, sur le suivi, sur les nouvelles innovations, justement pour faire en sorte qu'ils soient le plus efficace possible. La relation, elle est relativement aujourd'hui structurée, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux, mais clairement, il ne faut pas être trop opportuniste. Ça se construit quand même sur le long terme. Et c'est assez long d'arriver à créer une relation de confiance et d'avoir une relation qui surtout permet d'avoir des données fiables et structurées, quoi. Voilà, ça nécessite un peu de temps et surtout l'accompagnement d'un écosystème autour. C'est difficile à gérer juste tout seul. Voilà. Et puis, je suis bien sûr à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Et c'est un témoignage très précieux. Effectivement, vous arrivez aussi avec un produit qui répond à un besoin très concret. Et c'est aussi le travail, comme vous indiquiez, de plusieurs années carrément. Donc, ça montre bien le temps qu'il faut investir et se faire entourer. J'appelle Sixtine Lefasse de Prodeval. Donc, les témoignages va intervenir. Sixtine, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Très bien, je vous laisse la parole. Voilà, c'est un profil un peu différent. Bonjour à tous. Je vous remercie
de l'ensemble des interventions et des détails qui ont été donnés. Donc, je représente Prodeval. Prodeval, nous sommes une entreprise de taille intermédiaire. On est basé à Valence, à côté de la gare TGV, donc en plein cœur de Rhône-Alpes. Et nous travaillons dans les gaz renouvelables et le traitement du gaz. Donc, de manière plus précise, voilà, les technologies qu'on propose s'articulent autour de la valorisation du gaz de méthanisation. La méthanisation, c'est la valorisation des déchets organiques, donc des déchets, soit déchets agricoles, soit déchets agroalimentaires, stations d'épuration, qui produisent du biogaz. Et ce biogaz, derrière, on est capable de le nettoyer, de le compresser pour en faire du biométhane, qui derrière va permettre d'être injecté, par exemple, dans le réseau de gaz de ville. Voilà. Donc nous, on est présent, on a des machines, 500 machines dans un peu plus de 15 pays. Et derrière, on a donc 6 filiales, principalement en Europe et Amérique. Voilà. Pour l'Ukraine, l'Ukraine étant un pays agricole avec un relativement fort potentiel de valorisation des déchets, de ces déchets agricoles. Et puis, par ailleurs, du fait de l'envie de l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne et toutes les mises à jour nécessaires de son système, voilà, il y a une tendance de fond de mise à jour et de création de ces nouvelles installations pour l'indépendance énergétique. Voilà. Suite à l'agression russe de ces dernières années et aux frappes qui ont détruit les installations énergétiques, il y a ce besoin qui émerge, qui est assez urgent de pouvoir produire du gaz, d'autant plus renouvelable. Voilà. Donc c'est un marché qui malgré la guerre est assez dynamique. Voilà. Donc c'est pour vous parler un petit peu de notre approche concrète d'aller travailler en Ukraine et proposer nos produits. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on est en contact avec Business France qui a pu nous accompagner sur divers développements à l'international. Et donc, nous avons participé à un programme d'immersion Ukraine, donc voilà, qui a démarré cet été avec et qui a continué par un voyage organisé donc en Ukraine par l'équipe de Business France auquel j'ai participé. Voilà. Donc j'en profite pour remercier chaleureusement l'équipe de Business France et la qualité des interventions qui ont été faites sur cette mission. À notre niveau, c'est vrai que voilà, au vu de la guerre, on ne se serait pas lancé tout seul pour se dire on s'organise pour aller passer une semaine en Ukraine. Voilà. Donc pour nous, c'est le fait d'avoir accès à l'ensemble de cet écosystème, de ces contacts, de ces informations, ça a été très rassurant pour pouvoir tout simplement organiser malgré tout des relations de business. Voilà. Donc pour nous, on voit l'effet dans plutôt le long terme. En tout cas, ça pose des très bonnes bases, ce qui nous permet typiquement de commencer à discuter avec des acteurs ukrainiens de manière concrète. Voilà. On aura également un stand au forum Rebuild Ukraine. Donc voilà, je serais ravie de rencontrer les entreprises aussi de Rhône-Alpes qui souhaitent participer à ce salon. Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Sixtine. Vous avez fait une très belle transition vers notre dernière séquence qui est effectivement, nous accordons de nouveau la parole à Romain et à Ingrid Milsan du pôle de compétitivité d'Enerdis. Donc nous avons pu voir le cadre global, la partie sur les financements, sur la sécurisation des risques, les témoignages des entreprises et maintenant une opportunité à très très court terme. Romain et Ingrid. Alors, je ne sais pas si Ingrid, parce que j'ai déjà parlé, peut-être Ingrid veut prendre la parole. Enfin, sur Rebuild, peut-être Romain, oui, tu peux rapidement présenter le salon. J'ai une bonne nouvelle nous, à notre niveau parce que voilà. on veut mobiliser un maximum d'entreprises, on est plein.
Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, voilà, en fait, on a clôturé les inscriptions sous forme de stand ou de station de travail vendredi, parce qu'on n'a plus de place. Par contre, il nous reste encore des places en tant que pass visiteur. Donc, je vous ai mis le lien pour s'inscrire. Pour ceux qui veulent venir, c'est encore possible en bénéficiant donc de tout l'encadrement du pavillon France. Et nous avons encore un tout petit peu de marge, mais quasiment plus, sur les packages B2B. Donc c'est là où on vous aide à rencontrer les bons partenaires lors de votre déplacement à Varsovie, avec les partenaires ukrainiens, mais aussi les partenaires polonais. Toujours, voilà, on ferme la boucle. On parle d'Ukraine à Varsovie, mais on est en Pologne, et donc il faut garder en tête l'optimisation du temps. C'est une façon avec un déplacement d'aborder deux marchés. Donc il ne faut pas s'en priver. Je remercie Nicolas. Alors Nicolas, tu as dit que c'était en juin dernier. Non, non, c'était en juin de cette année. Le temps passe très vite. Et merci à Sixtine. Effectivement, on vient de terminer le déplacement collectif, mais on continue. Et toutes les entreprises du programme d'immersion seront présents à Varsovie les 13 et 14 novembre. Le salon prend de l'ampleur, donc c'est des secteurs énergie et infrastructure, eau aussi, avec un programme dédié au solaire et à l'eau. Et nous avions l'année dernière des entreprises explosantes qui étaient très satisfaites, et que ce que je vous disais, voilà, on est à nouveau plein, même au-delà de notre budget. Et puis il y aura toute la Team France, donc l'envoyé spécial, Karel Braun et ses équipes, Élise et ou Olivier, nos collègues de l'ambassade de France en Pologne, notamment le service économique, des représentants de la DG Trésor, donc soit mes collègues du service économique ici à Kiev, ou directement de Paris, de Bercy. Nos collègues de l'AFD, d'Expertise France seront présents. Nous aurons aussi des représentants de la BPI. Il y aura la Chambre de commerce franco-ukrainienne aussi qui sera là. Donc c'est vraiment le moment idéal. C'est le rôle d'un salon, de réunir au même endroit en même temps des gens qui ont un intérêt commun. Et l'intérêt commun pour l'équipe France, c'est de vous aider pour accéder au marché ukrainien. Et alors Nicolas a commencé plus tôt que Sixtine. Voilà, c'est pas une histoire du jour au lendemain, ça s'inscrit dans la durée, il faut bien se faire accompagner, il ne faut pas prendre de mauvais départ, mais il y a beaucoup de réussite. Et il y avait un slide, je crois, d'Élise qu'on a passé un peu vite. Il y a une communauté française présente depuis longtemps, essentiellement 3 grands secteurs: agro, les banques. On a deux banques qui sont très bien implantées, la BNP, le Crédit Agricole, et tout le retail, avec notamment les enseignes Auchan, Decathlon, Leroy Merlin. Et je crois que personne n'est parti. Donc, quand on y arrive, ça marche très bien. Par contre, voilà, il faut éviter les faux départs et bien se faire accompagner. Ça reste, c'était avant la guerre à grande échelle, comme on l'appelle ici, le 24 février 2022, un marché difficile et d'opportunités. Ça le reste, mais il y a encore plus d'opportunités avant, parce que ce sont des secteurs où la demande et les besoins ukrainiens sont présents. Romain, j'en Oui. profite parce que tu as parlé d'infrastructure, mais on a eu 2 messages dans le chat qui concernaient plus particulièrement le BTP. Est-ce que c'est également le lieu pour les entreprises du BTP qui s'étaient connectées au webinaire mais qui ont dû nous quitter? Oui. Alors, après, c'est le BTP sera couvert pendant le forum. C'est vraiment les 2 grands axes, hein, énergie et bâtiments et travaux publics. Voilà, donc après, on ne peut pas couvrir tous les secteurs là en un coup, et c'est très bien que ce soit pluriel, mais n'hésitez pas à me contacter directement, ou votre référent Business France, pour qu'on ait un échange personnalisé
pour voir les meilleures options pour vous accompagner. Et je peux dire aussi parfois que non, ce n'est pas le moment, parce que sur certains projets qui ont envie de participer, mais qui ne sont pas parfois aguerris à l'export, on sait aussi, je sais dire non, si ce n'est pas le moment. Et c'est aussi important. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps et pas de vous faire perdre du temps, et on sert à ça. Merci Romain. Vous qui êtes en Ukraine depuis des années, c'est bien ça, hein? Vous Oui, connaissez très bien les territoires. Comment ça se passe de manière très pratique, très rapidement avec les entreprises françaises? Votre message à nos entreprises présentes ici, que donc certaines peut-être ne se sont jamais rendues. Ça se passe très bien quand on se prépare bien et qu'on trouve les bons partenaires. Et ce n'est pas facile. Donc, moi j'insiste vraiment au-delà de l'aspect sécuritaire qui est très important, je l'ai rappelé, ce n'est pas un geste, c'est pas une décision anodine de venir en Ukraine. Sur le développement du business, on est sur une culture qui reste différente de la nôtre. Donc, il faut l'apprendre, il faut bâtir des fondations solides. Une fois que ces fondations sont bâties, alors ça peut ne pas marcher du premier coup. On peut rater un financement, on peut rater une vente, mais sur le long terme, ça se passe bien. Et la preuve, les entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce, quasiment toutes sont restées. Alors moi, j'étais à la tête de l'une d'entre elles pendant de nombreuses années. Il y a forcément des épisodes qui sont plus durs, des années plus difficiles, mais il y a de très très bonnes années. Et pour les banques, par exemple, paradoxalement, ce sont de très très bonnes années pour les banques françaises en Ukraine. Et il y a d'autres exemples comme cela. Merci beaucoup Romain. En complément, Ingrid du pôle de compétitivité Tenerdis. Merci Ingrid. Marie. Très vite, donc bonjour à tous. Tenerdis, effectivement, nous sommes le pôle de compétitivité de la transition énergétique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à ce titre, nous sommes ravis d'accompagner nos adhérents et plusieurs PME régionales dans leur participation au Salon Rebuild d'Ukraine. Nous avons donc demandé à la région de soutenir cette manifestation et la participation des PME régionales à cet événement dans le cadre du plan de développement international de Tenerdis. Et ça a été acquis. Donc, grâce au soutien financier de la région, les PME régionales pourront bénéficier d'un soutien à 50% sur leurs frais de stand, leurs frais de déplacement et de séjour sur place. Donc, ce n'est pas un dispositif qui est spécifique et propre à l'Ukraine. C'est vraiment quelque chose un mécanisme qui existe depuis plusieurs années pour les pôles et clusters régionaux. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire connaître vos intérêts pour les divers salons internationaux à vos référents. Et cette information ensuite est compilée par les pôles qui sélectionnent un certain nombre d'événements pour l'année suivante pour proposer ce soutien financier et inciter donc davantage d'entreprises, de PME régionales à venir participer à ces événements. Voilà. Donc, vous confirmez, Ingrid, Romain, il y a 3 entreprises régionales qui participent au pavillon. C'est bien ça? Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, sur les 3, il y en a peut-être une qui est trop grosse pour être éligible à l'aide de la région. Il y a des critères de taille. Donc, c'est 1000 personnes maximum en effectif. Et il y a aussi des critères de chiffre d'affaires. Le but de la région étant de soutenir les entreprises qui en ont le plus besoin, donc plutôt les PME. Voilà. Donc, la région accompagnera financièrement 2 entreprises sur cette édition du salon. Merci beaucoup. Et on peut déjà espérer faire des projets pour l'année prochaine, pour les prochains Rebuild d'Ukraine. Tout à fait. Merci beaucoup, Ingrid. Joël, est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Est-ce qu'il y avait des questions ou peut-être quelqu'un veut poser une question directement ou bien il y a des questions dans les chats que je ne peux pas voir? Joël? Je les reprends. On avait essentiellement des questions sur le BTP. BTP. Il y avait 2 entreprises sur le BTP qui sont toutes les 2 de la Loire.
qui ont besoin d'avoir plus d'informations, mais qui nous ont quittés. Donc, elles ne reposeront pas leurs questions. Et sinon, nous avons une demande de la société Acorel à Valence qui souhaite consulter Business France. Donc, voilà, le lien sera fait directement via le webinaire. Si on avait d'autres entreprises suite à ce webinaire qui souhaitaient rejoindre le PDI Tenerdis, du coup, c'est plus possible, hein, Ingrid, tu nous confirmes, puisqu'il n'y a plus de place sur le stand Oui, actuel. c'est plutôt au niveau Voilà. du stand que ça Voilà, n'est c'est ça. plus possible. Voilà, c'est ça. Donc, on vous reviendra de toute façon, parce qu'on doit reboucler nous-mêmes avec la région cette semaine après ce webinaire pour savoir si d'autres choses peuvent être mises en place pour ce Rebuild Ukraine novembre. Et puis, de toute façon, pour votre information, des Rebuild Ukraine, il y en a tous les 6 mois. C'est bien ça, Romain? Et donc, Alors, on vous il y en reviendra a, peut-être pour les prochains. Il y en a un par an sur énergie construction et il y a eu cette année sur la santé qui devrait être reconduit l'année prochaine, mais ce n'est pas encore confirmé. On attend la confirmation des dates. Et si ça se fait bien, ça serait pas en juin, mais en avril 2025. Voilà, mais on attend la D'accord. confirmation des organisateurs. Très bien. Alors, y a-t-il toujours le forfait disponible visiteur sur le pavillon France? Donc oui, je crois que c'est ce que Romain, tu nous as confirmé. Oui, il est toujours disponible. À un moment, il ne le sera plus. Et c'est comme les stations de travail, les stands. On pensait qu'on en aurait encore cette semaine. Donc, on n'en a plus. C'est parti plus vite que prévu. Sur les passes visiteurs, c'est en fonction des inscriptions. Premier inscrit, premier servi. Il nous reste Bon, en des tout cas, places. Romain, on compte sur toi pour faire la priorité pour Auvergne-Rhône-Alpes qui a organisé ce beau webinaire de mise en visibilité de ce salon. Donc, aux entreprises présentes ici, et puis à celles que vous connaissez que la reconstruction de l'Ukraine intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à les renvoyer sur Marie Popkowska ici au sein de l'agence, et puis ou à votre référent Team France Export ou au pôle de compétitivité Tenerdis si vous êtes rattaché à Tenerdis. En tout cas, on travaille tous ensemble pour vous accompagner le mieux possible sur ce webinaire. J'espère que... Y a-t-il d'autres questions avant que nous raccrochions? On a dépassé de 5 minutes, mais on n'est pas si mal en timing. Non? Pas d'autres questions? Donc voilà, pour ceux qui sont motivés, Romain a dit de faire vite pour le pass visiteur. Donc, et je voulais remercier vraiment tout le monde qui s'est mobilisé très très rapidement à notre appel pour organiser ce webinaire. Le replay vous sera envoyé ainsi que les slides. Et n'hésitez pas, si vous connaissez les entreprises que ça intéresse, de les renvoyer vers nous au global. Bon après-midi, bonne soirée et merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci.